Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Hugo Paletta. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, vous êtes aussi directeur de la publication de la revue Contretemps. Vous venez de publier La possibilité du fascisme aux éditions de La Découverte. L'Autriche, la Hongrie, l'Italie, l'Allemagne, le Québec, le Brésil, on pourrait sans doute ajouter les États-Unis. Qu'est-ce qui favorise ce climat, d'après vous, cette tentation de l'extrême droite ? Alors effectivement, on a des menaces qui s'amoncellent dans de nombreux pays, et puis c'est plus de l'ordre de la menace, puisqu'il y a des gouvernements d'extrême droite ou des gouvernements où l'extrême droite est au pouvoir, hein, notamment en Italie, mais on ne l'évoque pas souvent, mais aussi Israël, l'Inde également. Hein. Alors qu'est-ce qui favorise ? Je dirais qu'in fine, alors il y a des spécificités nationales, mais il y a la crise d'hégémonie au niveau international, je dirais, du capitalisme néolibéral, qui a déstabilisé les systèmes politiques. C'est-à-dire qu'on a à la fois, c'est un peu ça le paradoxe de la situation, on a un capitalisme qui est triomphant d'une certaine manière, puisqu'il n'a plus d'adversaire à sa mesure, comme ça pouvait être le cas autrefois avec les mouvements socialistes et communistes, mais il est fragile à la fois économiquement, parce qu'il est instable en fait, notamment du fait du rôle de la finance et de la spéculation financière, mais il est instable aussi et peut-être surtout politiquement, et ça dans de nombreux pays. Vous dites que ce n'est plus de l'ordre de la menace, puis il y a aussi dans le livre, vous dites aussi que on a peur d'utiliser les mots, on a peur d'utiliser le mot fascisme. Vous diriez qu'aujourd'hui on est dans des régimes fascistes quand on est en Italie par exemple ? Je dirais qu'il y a un risque de fascisation accélérée du régime en Italie. Faut se souvenir de certaines spécificités des pouvoirs fascistes dans l'entre-deux-guerres. Hein. Les régimes ne s'installent pas nécessairement en quelques semaines ou quelques mois. C'est-à-dire qu'ils ne deviennent pas proprement fascistes en quelques semaines ou quelques mois. C'est le cas effectivement en Allemagne, où les nazis détruisent toute opposition très rapidement, en quelques mois. En Italie, c'est pas du tout le cas. Hein. Mussolini a mis quelques années, 3-4 années, à véritablement se débarrasser de toute opposition politique et syndicale constituée. Donc effectivement, il va falloir regarder de très près ce qui se joue, notamment en Italie, effectivement. Qu'est-ce qui, dans l'histoire, justement, vous avez commencé à en parler, crée les conditions de la possibilité du fascisme ? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, dans l'histoire et aujourd'hui, peut-être que c'est pas exactement la même chose, puisque dans le fascisme de l'entre-deux-guerres, il y a un rôle qui est très central, qui est joué par la Première Guerre mondiale, dans ce que les historiens ont appelé notamment la brutalisation des sociétés, le rôle de la violence, l'accoutumance aussi à une forme de violence politique extrême et massive. Bon, on n'est pas exactement dans la même situation aujourd'hui, mais ce qui joue effectivement, alors il y a ce que j'ai dit, la crise du capitalisme, il y a, je dirais plus spécifiquement, il y a des situations dans lesquelles il y a une forme de crise de la capacité des classes dominantes à obtenir le consentement des masses, pour faire vite, ou des classes populaires et des classes moyennes, qui fait que l'extrême droite peut être amenée à se développer. Et puis, il y a, je dirais également, dans l'entre-deux-guerres comme aujourd'hui, les formes de durcissement autoritaire qui sont bien souvent mis en place par les classes dirigeantes elles-mêmes, avant même l'accès au pouvoir des fascistes, et qui tend à crédibiliser, à valider en fait les options ultra-sécuritaires que défendent les fascistes. Et puis il y a également très souvent la montée de la xénophobie, alors de formes de nationalisme extrême et donc de xénophobie, voire de racisme particulièrement virulent dans le cas notamment de l'antisémitisme nazi, mais aujourd'hui, notamment en Europe, de l'islamophobie, notamment en Europe de l'Ouest, de l'islamophobie. Mais par exemple en Inde aujourd'hui, il y a un rôle qui peut être joué par l'idéologie de caste, qui peut jouer un peu un rôle analogue, disons, au racisme et à l'islamophobie dans le cas de l'Europe de l'Ouest. Vous dites aussi que le capitalisme porte en lui le germe du fascisme, et ça veut dire que seules les options anticapitalistes, les propositions anticapitalistes sont aujourd'hui représentent le seul rempart contre la montée de l'extrême droite et des fascismes. Alors, effectivement, je pense que, in fine, au bout du compte, si on veut se débarrasser du poison fasciste, on a besoin d'une rupture avec une société qui produit l'exploitation, qui produit des inégalités monstrueuses en réalité aujourd'hui, aussi bien au niveau national qu'au niveau mondial. Mais je dirais que si on veut lutter contre le fascisme aujourd'hui, on ne peut pas exiger de tout le monde qu'il soit anticapitaliste dès maintenant.
maintenant. D'une certaine manière, il y a une dynamique qui doit s'opérer vers une rupture plus profonde avec la société telle qu'elle est organisée aujourd'hui autour du capitalisme, de la propriété privée des moyens de production, de l'exploitation, etc. Mais effectivement, ça passe par des luttes dans lesquelles il y a des gens qui sont anticapitalistes et d'autres qui ne le sont pas, et où il y a une dynamique de politisation, de radicalisation contre ce système qui produit de fait le fascisme. Alors avant-hier, Marine Le Pen, qui n'est pas une anticapitaliste, a rencontré le leader de la Ligue italienne dans la perspective d'une coalition d'extrême droite en Europe. C'est possible, selon vous? C'est des mouvements qui sont compatibles? C'est des mouvements similaires? Alors, c'est des mouvements similaires, c'est des mouvements qui ont des relations. Alors, en Europe, je dirais qu'il y a plusieurs cas quand même, hein. Il y a d'abord, les mouvements d'extrême droite ne se construisent pas forcément exactement sur les mêmes thématiques, certaines notamment l'islamophobie. En Europe de l'Est, l'antisémitisme continue à jouer un rôle important. Dans tous les cas, ce sont des mouvements nationalistes extrêmes, hein. Mais dans certains cas, je dirais notamment, par exemple, UKIP en Angleterre, c'est plutôt des scissions de la droite dans un sens, disons, souverainiste, nationaliste, etc. Dans d'autres cas, comme en France, on a des partis qui viennent du fascisme historique, hein, dont les racines sont quand même assez clairement et centralement ancrées dans le fascisme. Mais donc, ils cherchent à construire des alliances avec des forces assez diverses. Et le jeu, d'une certaine manière, c'est de ne pas faire d'alliance avec des partis qui ne seraient pas assez respectables dans leur pays pour soi-même gagner en respectabilité dans son propre pays. Et donc, par exemple, le FN avait cherché à ne pas faire alliance avec Aube Dorée en Grèce. Mais bon, d'autres partis d'extrême droite en Europe peuvent avoir le même rapport au Front National parce que le Front National serait trop sulfureux, surtout à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Mais on voit aujourd'hui que justement, elle cherche à nouer des alliances à l'échelle européenne. En France, elle paraît encore un peu isolée puisqu'elle n'arrive pas à agréger autour d'elle d'autres mouvements politiques. Il y a eu des ruptures. Elle reste un repoussoir, d'après vous, en France? Alors oui, je pense qu'elle reste un repoussoir, même si on a bien vu au moment de l'élection présidentielle que quelqu'un comme Dupont-Aignan, qui est issu d'une scission de la droite, hein, avait pu se retrouver en alliance avec Marine Le Pen. Donc, et on voit par ailleurs que des segments entiers de la droite, en fait, au niveau local, peuvent se sentir attirés par une nouvelle alliance, en fait, entre la droite et l'extrême droite. Donc là, il y a des digues qui sont sans doute en train de tomber et qui rendent la situation extrêmement dangereuse, extrêmement inflammable. Le fait qu'Emmanuel Macron ait suscité un espoir sur une promesse, celle du ni droite ni gauche, de la tentation du centre, quels sont les risques finalement? On l'a vu aux États-Unis, il y a eu le même espoir avec Obama, dont par lequel il a été souvent comparé à Obama. L'espoir s'est traduit par un désespoir, puis l'arrivée d'un Trump. En France, c'est une possibilité? Alors oui, c'est une possibilité, hein, d'autant que, en fait, il a suscité un certain espoir, mais pas un espoir aussi massif que Obama, hein. Si on regarde, d'abord, il a fait un faible score au premier tour, et quasiment la moitié des gens ont dit qu'ils avaient voté pour Macron en voulant éviter un deuxième tour Fillon-Le Pen. Donc l'espoir était relativement mesuré, notamment parce que Macron avait été ministre sous Hollande. On ne peut pas dire que le gouvernement Hollande était très populaire, mais effectivement, Macron a toutes les chances, et il l'est déjà, hein, de devenir encore plus impopulaire, peut-être même qu'Hollande. Et donc, dans cette situation-là, où l'instabilité politique en France est chronique, avec 4 candidats à quasiment 20% à la dernière élection présidentielle, effectivement, tout est possible, je dirais, hein. On n'est plus dans une situation où il y aurait une alternance tranquille entre la gauche ou une droite complexée, comme dirait Lordon, c'est-à-dire le PS, et une droite décomplexée. On est dans une situation où effectivement on ne peut plus prévoir à 5 ans ce qui peut se jouer, et on le voit bien, hein, les changements rapides dans toutes les sociétés contemporaines au niveau politique, aux États-Unis, où personne ne prévoyait effectivement la victoire de Trump, mais également tout récemment au Brésil, hein. Donc effectivement, il y a de quoi à la fois, d'une certaine manière, avoir peur, mais surtout en fait rentrer en action pour éviter que cette option fasciste soit celle qui triomphe de la crise annoncée et de l'impopularité annoncée de Macron. Dans le livre, vous revenez aussi sur le concept de populisme. C'est quoi le danger, selon vous, de l'usage et de l'inscription du mot populiste dans la rhétorique politique? Alors, il y a deux choses un peu différentes. Il y a la revendication par des mouvements en fait ancrés à gauche, hein, si on regarde leur programme et leur électorat, comme la France Insoumise, la revendication d'un populisme de gauche. Et il y a la catégorie de populisme telle qu'elle est employée dans le langage politique et dans la science politique depuis les années 80. Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de discuter véritablement le populisme de gauche et ses dangers potentiels, mais par contre, je dirais que la notion, la catégorie de populisme telle qu'elle a été employée dans les années 80 pose des problèmes importants, hein. Notamment, elle a permis au FN de se laver du soupçon de collusion en fait, idéologique avec le fascisme classique, alors que les liens étaient manifestes, hein, et les liens sont toujours manifestes.
Et puis, elle a donné une sorte de crédit populaire au FN. Dans le populisme, il y a populaire, la racine c'est populaire, et d'une certaine manière, en disant du FN qu'il était populiste, on lui a donné un ancrage qu'il n'avait pas initialement dans les classes populaires. Et par ailleurs, on a mis en accusation le peuple en politique, en laissant entendre que le peuple en politique est nécessairement irrationnel, nécessairement enclin à des délires xénophobes, autoritaires, etc. Alors que le FN a une clientèle électorale dans tous les milieux sociaux, alors que les classes dirigeantes mènent elles-mêmes des politiques autoritaires et des politiques xénophobes, et donc que ce n'est pas du tout la propriété unique et principale en réalité des classes populaires. J'ai une dernière question, Hugo Paletta. Le débat sur l'immigration a surgi dans l'actualité. Il fait débat, y compris à gauche. Est-ce que l'actualité autour des migrants, de l'accueil des migrants, ou plutôt d'ailleurs du non-accueil des migrants, favorise la montée du fascisme ? Indéniablement, je dirais même si on remonte plus en arrière, la constitution de l'immigration et des immigrés et des descendants d'immigrés comme un problème public, comme un problème que les pouvoirs publics devraient résoudre, a été centrale à partir des années 70-80 en fait, mais surtout des années 80, et le ralliement d'une grande partie de la gauche, notamment du PS, cette idée que l'immigration est un problème qu'il faut résoudre, a joué un rôle crucial dans la montée de l'extrême droite, parce qu'elle a validé un élément absolument central dans l'idéologie nationaliste du Front National et de l'extrême droite en général. Merci beaucoup Hugo Paletta. Merci pour l'invitation.